tous. Notre invité pour ce nouvel épisode de Des Fous et des Dieux est le romancier et le poète haïtien Lionel Trouillot. Né à Port-au-Prince, il est un écrivain multiprimé. Ses livres sont traduits en plusieurs langues. Il est considéré d'ailleurs comme l'un des auteurs majeurs de la littérature haïtienne contemporaine et est reconnu pour son engagement social et politique. Nous sommes chez lui à Delma. Durant cet épisode, on va discuter de Veilleuse du Calvaire, son dernier roman, et de littérature. Roman, nouvelle, poésie, théâtre, conte. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Sonirico sur Pal Magazine. Bonjour Lionel Trouillot. Bonjour. Veilleuse du Calvaire, votre 14e roman, est une radiographie de voix. Une conteuse, la Veilleuse, raconte une colline abîmée par la violence et la cupidité des hommes. Lionel Trouillot, comment avez-vous choisi la voix de la Veilleuse du Calvaire pour représenter les femmes dans votre nouveau roman? Et quel était votre objectif en lui donnant la parole? Bon, l'objectif dans les petits livres que j'écris, c'est toujours d'abord d'écouter. Je pense que nous avons un peu perdu l'habitude d'écouter les gens qui ont des choses à dire, mais qui ne sont pas dans des situations favorables à cette nécessité pour eux de parler. Dans mes romans, je donne la parole aux vaincus, aux oubliés, aux démunis. Souvent, pas seulement sur le plan économique, mais aussi à des personnages qui n'ont pas les moyens d'explorer jusqu'à leur intériorité. Et donc, dans Veilleuse du Calvaire, l'idée était pour moi de visiter deux choses. Toutes les souffrances subies par les femmes de différentes catégories sociales, d'ailleurs, dans ce pays, dans leur situation matérielle, dans leurs relations interpersonnelles avec des hommes qui sont souvent leurs exploiteurs ou leurs bourreaux. Et la deuxième chose, c'est justement d'entendre cette intériorité qui leur est quelque part refusée et d'aider à la mettre en voie. Et parce que il y a tous les discours de la résistance, il y a tous les discours de la révolte. Et souvent nous disons, et c'est un compliment qui est aussi un piège, oh, femme c'est potomitan, femme poté ceci, femme poté cela. Mais en même temps, nous pas regarder chaque femme comme un être humain. Comme un être humain, comme un individu qui a une intériorité, qui a justement une individualité et qui se bat pour que cette individualité puisse s'affirmer, exister, et aussi dans une relation personnelle avec la collectivité, dans une relation positive avec la collectivité. Et donc j'ai voulu visiter cela, d'où la nécessité de cette voie qui traverse le temps, donc la voie de la Veilleuse, et qui est en même temps la voix de toutes ces femmes qui ont existé à des époques différentes. Le roman est aussi une plongée dans la vie haïtienne, où réside la corruption, la violence, misogynie et escroquerie. La voix de cette veilleuse dégage sa plaie. Elle invite à présent au devoir de mémoire. Est-ce que pour vous, Lionel, écrire, c'est restaurer le passé, dire ce que les hommes ont fait de nous? Je ne peux pas dire que écrire c'est ceci ou cela, mais toutes les choses que vous avez énumérées ici, écrire peut les faire. Cela dépend du choix des auteurs, cela dépend des nécessités internes
d'un texte. Il y a des textes qui interpellent le passé parce qu'ils ont besoin de cette interpellation pour exister. Même chaque texte étant une sorte d'être unique, il y a des textes qui peuvent être dans une contemporanéité ou même dans un ailleurs apparemment très éloigné du réel immédiat ou même du passé historique. Donc il n'y a pas pour moi d'obligation pour la littérature de faire ci ou ça, mais il y a la possibilité pour la littérature de faire des choses multiples en fonction des choix humains, sociaux, esthétiques des auteurs et aussi de la commande interne des textes. Parce qu'il y a parfois des textes que vous essayez d'orienter dans un sens et eux-mêmes ils décident de s'échapper. C'est comme si le texte vous dit non, ce n'est pas là que je veux aller. Donc dans le cas de du Calvaire, il y a cette traversée d'une période de 100 ans, d'un siècle qui correspond quelque peu à la réalité, marquée par, si vous voulez, la conquête de l'espace urbain, conquête plutôt sauvage, et qui est marquée souvent par la prédation. Et cette prédation amène quelques-uns au sommet d'une pyramide qui produit tout en bas du désespoir. Et après cette période de prédation, quand elle ne peut plus se reproduire, arrive une sorte de période de décrépitude. Je pense que c'est ce que nous sommes, hélas, c'est hélas ce que nous sommes en train de vivre quasiment à l'échelle nationale. Nous avons eu un système sociopolitique qui, sur fond d'inégalité, a produit les conditions de pauvreté de la majorité, les conditions de richesse de quelques-uns, et aujourd'hui, on dirait que ce système n'est plus en état de se reproduire. Vous avez un État qui a trop longtemps servi uniquement à favoriser les riches au détriment des pauvres. Cet État-là ne peut plus se reproduire. Les Occidentaux vont nous emmerder avec leur putain d'élections truquées. Ça ne mène nulle part. Vous avez aussi les conditions économiques de production de la richesse qui ne fonctionnent plus. Donc, aujourd'hui, on ne peut s'enrichir en Haïti que par la corruption. Donc, vous avez une période de décrépitude. Toutes les fois que vous avez dans le temps historique, à mon sens, un système fondé sur prédation et qui ne produit pas d'espace commun pour que les gens puissent vivre dans une relative paix et dans un bonheur relatif, dans des conditions de reproduction dignes, cela finit par amener à une décrépitude. L'arme du peuple, c'est le caillou. Pendant l'occupation, le marine dont on avait retrouvé le corps au pied du monument de la croix, c'était moi. Les noces de la fille de l'usurier, c'était moi. Le discours du ministre de la Santé, c'était moi. Comme si on pouvait descendre d'un bateau, abattre les paysans et les arbres, forcer les travailleurs à la corvée, crucifier des gens sur des portes 10. Comme si on pouvait mettre au monde une fille aussi radine que son père, lui offrir le plus beau des mariages avec l'argent des pauvres qu'on a conduit à la folie ou au suicide, comme si on pouvait se payer une clinique privée avec les dons destinés au ministère et venir radoter sur la santé pour tous, l'engagement et le bien public. Comme si on pouvait s'offrir toutes ces choses et se pavaner sans avoir droit en retour à un modeste jet de pierre. Moi la veilleuse du calvaire, qui était là au commencement et qui serait là à la fin. Moi qui fus de toutes les révoltes et toutes les colères.
Moi, de fronde et de pierre, qui n'a jamais aimé Falbala, cocarde, écharpes, uniformes, fanfares et tout l'apparat des fausses fêtes. J'en ai laissé sur les défilés, les expéditions, les cérémonies, les cortèges officiels, les noces arrangées, avec une petite chose coupante, légère et lourde qui fait désordre. J'en ai interrompu des marches, des discours, des parades, des réveillons, des crimes aussi. Ce que j'ai ri de voir fuir ministres, banquiers, notaires, députés, tous les chiens en costume 3 pièces qui sont venus avec leurs piquets, leurs sous-fifres, leurs paperasses, dévier le cours d'eau, abattre les arbres, couper la bonne herbe sur le pied des bonnes gens. Tous les chiens savants en attendu que par ces actes émotifs, tous ces beaux parleurs qui sont venus avec des barils de clairins et des fausses promesses chercher des voix pour ensuite jouer au vainqueur, à l'élu, porter sans vergogne insignes, écharpe, tout nous prendre et nous rouler dans la seule chose qu'il nous restait, la poussière. Tous ces rapaces qui sont venus avec leur justice, leurs casernes, leurs courtiers et leurs percepteurs. La veilleuse est une voix puissante. Comment avez-vous développé ce personnage et quelle était votre intention derrière sa présence dans le récit? Oh, vous savez, pour que j'écrive un livre, il faut que le livre soit quelque part un peu fini dans ma tête, ce qui fait le lien entre ces différents moments historiques, entre ces différentes histoires de femmes qu'il y a dans Veilleuse du Calvaire. C'est justement le personnage de la veilleuse qui est à la fois comme une sorte de témoin et d'oracle. Témoin, on ne peut pas l'être sur toutes les époques, puisqu'on a vécu à une époque, on ne connaît pas celle qui suit, et on ne connaît pas celle qui va venir après. Donc créer ce personnage de veilleuse, cette voix qui est la voix de toutes les femmes, ça permettait dès le départ justement d'étendre le témoignage sur une longue durée historique. Donc la conception même du personnage est à la base de la conception du roman. Il fallait que Veilleuse puisse être toutes les femmes ayant vécu dans cet espace-temps qui s'étend sur un siècle et dans un quartier qu'on appelle ici la colline du Bel-Air, et la colline du Calvaire, pardon. Et donc le personnage était fondamental, c'est le personnage qui fait la structure même du livre. Donc quant à lui donner un langage, il fallait aussi que ce personnage puisse parler le langage de toutes ces femmes. Ce qui fait que à tel moment, il faut qu'elle puisse être dans le langage de l'actualité du personnage féminin ayant vécu ce moment-là. Qu'est-ce qui a motivé le choix de déconstruire la chronologie dans votre dernier roman? Et comment cela contribue-t-il à l'expérience narrative? Écoutez, ce n'est pas la seule fois que je le fais ou que je l'ai tenté, que ce soit Oui, n'a pas perdu, que ce soit mon premier roman, Les Fous de Saint-Antoine, que ce soit L'amour avant que j'oublie. Je m'ennuie vite quand l'histoire est dans une sorte de linéarité chronologique. La petite fille a rencontré le petit garçon a dit bonjour à la petite fille, et les parents n'ont pas voulu que la rencontre se perpétue. Ça m'emmerde. Donc l'idée d'explorer d'autres structures
narrative est une constante dans les livres que j'écris. Je pense que le seul mérite du roman, c'est de se défaire à chaque roman. Si on reste dans cette même structure, autant écrire des telenovelas et abandonner la littérature comme telle. Donc pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et aussi dans ce livre en particulier, je voulais rendre un hommage un peu discret, un peu caché à la littérature haïtienne et aussi au réalisme merveilleux. C'est-à-dire avoir tenté cette expérience de raconter à la fois le réel et la perception du réel. Je pense que là, le maître demeure Jacques-Stéphane Alexis, plus réaliste qu'Alexis, ça n'existe pas, mais en même temps, dans sa description de la réalité, Alexis parvient à introduire les perceptions de la réalité, les rêves, les mythes, tout cela. Donc j'ai voulu un peu aller dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez lire un extrait de La Veilleuse? Ne t'attarde pas sur le mystère de ma présence. Le mystère n'est qu'une apparence, la forme opaque de choses très concrètes. Moi, la veilleuse du calvaire, qui existe et n'existe pas, réelle et irréelle, à la permanence de l'ordre, du triste, au chemin qui conduit aux ruines, j'oppose la permanence du refus. Ma voix, ta voix, nos voix. Je récupère les pas perdus. Je suis le feu de joie qui brûle sous les ruines. Vous êtes l'un des responsables d'Atelier Jeudi Soir, qui est un atelier d'écriture, de partage, mais aussi de lecture. Quelle est l'importance de cet atelier d'écriture dans le milieu culturel haïtien? C'est pas moi. C'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Ce serait à moi de poser la question aux journalistes culturels. Cela dit, sans fausse modestie, ça fait bien 15 ans que cet atelier existe. Et ceux qui gagnent sont ceux qui continuent. C'est quand même un lieu de production littéraire d'importance tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif dans la vie littéraire haïtienne. Chantal Quénol, Henri Quénol, Inema Jeudi, Mehdi Chalmers, nombreux ceux qui sont, d'ailleurs les 4 que j'ai cités là sont encore membres de l'atelier Jeudi Soir, donc les publications, ensuite la formation d'un grand nombre de jeunes. Je pense à des garçons comme Liténé Laguerre ou à une fille comme Negrescola. Tout ce monde fait partie de l'atelier Jeudi Soir. Donc il y a les productions individuelles et il y a aussi les productions collectives, parmi lesquelles la revue Démembrée, qui quand même s'est installée comme une revue d'importance dans le milieu culturel haïtien. D'ailleurs, le prochain numéro devrait sortir au début de l'année 2024. Et puis il y a tous les ateliers que nous animons à travers le pays. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que en créant l'atelier Jeudi Soir, il était important pour Georgia Nicolas, qui est la coordonnatrice de l'atelier, si vous voulez, la grande présence cachée dans l'ombre, mais sans laquelle beaucoup de choses ne seraient pas possibles. Il nous avait paru totalement nécessaire de contribuer à la formation de jeunes. Donc, l'atelier Jeudi Soir, c'est aussi une équipe qui répond aux demandes d'associations culturelles, d'institutions scolaires pour animer des ateliers. Parce que quand on parle d'injustice sociale en Haïti,
il y a aussi, si vous voulez, une sorte d'appropriation primative des biens et services culturels. Tel garçon de Cité Soleil ou telle fille de telle ville de province n'ont pas accès à la modernité littéraire, n'ont pas accès à un certain nombre de concepts, n'ont pas eu la chance de tenter des expériences, de travailler en groupe, d'avoir des gens qui les aident à progresser. Donc l'atelier littéraire se donne aussi cette fonction et je peux dire que nous avons régulièrement des demandes d'admission, des gens qui nous disent bon, moi je veux faire partie de l'atelier. Il y a même des gens puisqu'on travaille le jeudi, on ne sait pas trop comment, qui se sont infiltrés un premier jeudi, un deuxième jeudi, un troisième jeudi. Finalement, ils ont pris l'habitude d'être là et on les considère comme membres. Donc c'est quelque chose de vivant. Et nous avons aussi, ça faut que je le mentionne, une chronique hebdomadaire maintenant sur les ondes d'une station de radio de Port-au-Prince. Pour vous, qu'est-ce qui distingue un bon livre d'un livre ordinaire? Y a-t-il des éléments que vous considérez essentiels dans la création d'une œuvre mémorable? Il n'y a pas de vérité, générale, si vous voulez. Il y a des gens pour lesquels Danielle Steele, c'est la plus grande romancière ayant jamais existé. On peut pas les arrêter, ni les traîner en justice pour avoir un point de vue. Tout cela, écoutez, tout cela dépend de l'horizon d'attente des lecteurs. Tout cela dépend des habitudes culturelles qui se sont intégrées en nous, souvent à notre insu. Donc, quand je ne peux donner une réponse que pour moi-même en tant que lecteur, je partirai d'une phrase qui a une proposition du théoricien français Jean-Pierre Faye, qui disait: la littérature ne parle toujours d'elle-même. Mais pour parler d'elle-même, elle parle toujours d'autre chose. Moi, les textes qui m'interpellent profondément sont les textes qui posent question à la littérature, qui portent la littérature à interroger ses propres limites et qui en même temps attirent mon attention de lecteur sur des éléments du réel qui auraient pu m'échapper. Voilà les textes qui me parlent à moi, à tout ce qui est de l'ordre qui semble s'inscrire dans une continuité, dans une tranquillité, dans une habitude. Ça me parle très peu. Bon, ils sont nombreux les textes à m'avoir parlé, mais je pense à côté roman, un romancier comme José Saramago. C'est un écrivain qui m'a toujours fasciné. Il donne l'impression, il sait exactement ce qu'il fait. Il vous déroute parce qu'il écrit quelque chose qui se donne à lire comme un roman, et tout en vous disant attention, je ne suis pas un roman comme vous avez l'habitude d'en lire, et puis qui interpelle les dimensions politiques, sociales, interpersonnelles de la réalité. Pour moi, le texte, c'est le texte qui me parle, c'est le texte qui fait ça, qui parle de la littérature en l'interrogeant, et qui, pour parler de la littérature, parle du réel, ou pour parler du réel, parle de la littérature. Quel rôle joue la poésie dans votre vie quotidienne? Là encore, c'est un peu une question piège. Il y a peut-être, c'est une théorie assez établie, une dimension poétique de l'être humain. Il m'arrive d'y croire à certains moments, c'est-à-dire un principe de beauté, bonté, gratuité. Si on peut intégrer ça dans sa vie quotidienne, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'on y parvient? Je ne sais pas. Mais je pense ce que certains appellent la dimension poétique, je résumerais ça en 3 mots. Bonté, beauté, gratuité. Oui. Essayez de vivre avec ça. Quel conseil, Lionel, donneriez-vous aux aspirants écrivains et poètes pour développer leur propre voix et style littéraire?
tout conseil est un mauvais conseil, et puis le meilleur texte, c'est celui qu'on n'a pas encore écrit. Et puis, ce que disait le philosophe Théodore Adorno est très vrai. Les choses n'ont pas raison parce qu'elles existent. Il n'y a rien de pire qu'un jeune qui entre en littérature et qui propose un texte et on a une lecture critique du texte et le jeune en question vous dit « Ah, mais je l'ai écrit comme ça ». Mais c'est pas parce que vous l'avez écrit comme ça que ça fonctionne. Toujours se rappeler que les choses n'ont pas raison parce qu'elles existent. Pas parce que vous avez mis du temps à écrire le texte qu'il mérite d'aller emmerder un lecteur. Merci Lionel Trouillot. Merci à vous. Merci à tous. C'était avec nous le romancier et le poète haïtien Lionel Trouillot qui vient de publier en France aux éditions Actes Sud Veilleuse du Calvaire. On vous rappelle que ce roman a été sélectionné pour le prix Femina 2023. Merci, à bientôt.